LinkedIn a complètement changé ma vie en une seule année et il peut faire aussi de même pour toi en 2025. Quand je m'étais lancé sur LinkedIn en 2022, j'étais complètement paumé. Je n'avais rien, j'étais totalement fauché. Et en une seule année, je suis passé de zéro à peu près 1500 à 2000 euros de chiffre d'affaires par mois. Et aujourd'hui, ça fait exactement 2 ans, 8 mois, on va dire à peu près 3 ans que je suis sur LinkedIn et que j'ai bâti la plupart de mon business grâce à LinkedIn. Donc aujourd'hui, je vais te partager en 10 étapes concrètement comment est-ce que tu peux gagner du cash, comment est-ce que tu peux signer tes premiers clients si c'est la première fois que tu te lances ou comment est-ce que tu peux bâtir tout un business grâce à LinkedIn et signer le maximum de clients en 10 étapes. Et ces étapes sont basées sur mes propres expériences depuis ma présence sur LinkedIn en 3 ans. Et pour ces 10 étapes, la toute première étape est la plus cruciale parce que, en fait, si tu rates cette étape-là, c'est comme si tu rates à peu près toute la stratégie que tu pourras mettre en place avec LinkedIn qui va te permettre justement d'obtenir ces résultats-là. Et cette première étape, elle est très très simple. C'est pourquoi est-ce que tu te lances sur LinkedIn et quel type de compte faut-il choisir concrètement? Quand je dis pourquoi est-ce que tu te lances sur LinkedIn ou bien pourquoi se lancer sur LinkedIn concrètement, déjà parce que LinkedIn, par expérience, c'est la plateforme la plus, euh, la plus élevée en termes de taux de conversion. C'est-à-dire, il y a beaucoup plus de conversion quand tu veux signer des clients. C'est beaucoup plus LinkedIn qui est orienté ce côté-là de business, orienté de ce côté de professionnel, etc., etc. Parce que la plupart des autres réseaux sociaux, en fait, c'est beaucoup plus pour du divertissement, voir un peu des contenus pour s'amuser, se connecter avec d'autres personnes. LinkedIn aussi a cet aspect, mais LinkedIn a quand même cette réputation d'être une plateforme 100% professionnelle où le chiffre d'affaires quand même généré par les gens qui sont là-bas est assez élevé. On retrouve quand même beaucoup de dirigeants et beaucoup d'entreprises. Donc c'est quand même une plateforme assez idéale, on va dire, pour créer du contenu et signer plus facilement des clients avec LinkedIn. Donc, le deuxième point, comme je l'avais déjà dit, c'est le pouvoir d'achat. Pourquoi est-ce qu'il faut se lancer sur LinkedIn et pourquoi pas, par exemple, se lancer plutôt sur Instagram ou sur TikTok ou, je sais pas, ailleurs. Donc, c'est tout simplement parce qu'il y a un pouvoir d'achat assez élevé. La plupart des gens qui sont là, c'est des dirigeants, c'est des CEO, c'est des entrepreneurs, c'est des employés. Donc, le pouvoir d'achat en général, il est beaucoup, beaucoup plus élevé. Euh, que sur la plupart des autres plateformes. C'est carrément des articles qui en parlent aussi, hein. Et bien sûr, c'est aussi le fait que je suis sur LinkedIn maintenant, ça fait à peu près 3 ans. Et c'est 60 à 70%, je sais pas, même 80%, je dirais, de mon business s'est fait grâce à LinkedIn. Et franchement, c'est une plateforme assez énorme. Et du coup, la deuxième question qu'il faut se poser maintenant, c'est quel type de profil choisir sur LinkedIn? En fait, sur LinkedIn, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a deux types de profils. Il y a des profils personnels et il y a des profils entreprises, c'est-à-dire des pages entreprises. La vraie question que les gens se posent en général, c'est quel type de profil il faut choisir en fait. Ça dépend énormément. Si aujourd'hui ton but c'est de construire un branding personnel, c'est-à-dire une image de marque personnelle, c'est toi seul qui veux te mettre en avant ou quelque chose comme ça, je te conseille à 100% le profil personnel, le profil perso. Mais si c'est de créer aussi un branding de ton entreprise, ça va t'étonner, mais je te conseille pas uniquement la page entreprise, mais je te conseille plutôt de coupler les deux, c'est-à-dire la page personnelle, le profil personnel et puis la page entreprise. Pourquoi? Parce que ce qui se passe, c'est qu'en général sur LinkedIn, euh, le type de profil qui rapporte le plus de visibilité, c'est le profil personnel. Donc LinkedIn met beaucoup plus en avant les profils personnels que les profils entreprises. Donc, un profil personnel, en fait, peut avoir 100 fois, 1000 fois plus de visibilité qu'une page entreprise. C'est juste comme ça que ça marche, en fait, sur LinkedIn. Pour avoir beaucoup de visibilité sur la page d'entreprise, parfois, il faut promouvoir et pour promouvoir, il faut payer. C'est pas ce que nous, on veut. On veut créer du contenu en partant de zéro, sans payer. Et ça, c'est exactement ce que j'ai pu faire pendant ces 3 ans-là jusqu'à aujourd'hui. Donc, pour résumer, la page personnelle ou bien le profil personnel est le profil sur lequel il faut te lancer. Et pour déjà bénéficier, on va dire, de cette viralité-là que LinkedIn offre aux créateurs de contenu.
Et bien sûr, couplé aussi avec la page entreprise, si c'est beaucoup plus dans le but de mettre en avant votre entreprise. Donc, le CEO, par exemple, peut partager des informations sur sa page personnelle et ensuite, ça sera repartagé sur la page entreprise. Donc, les deux seront couplés. Mais si tu veux faire, on va dire, une promotion de toi-même, ton propre personal branding, le fait de te mettre en avant, de mettre en avant ton histoire, mettre en avant tes valeurs, ça sera beaucoup mieux d'utiliser uniquement le profil personnel. Donc, dans tous les cas, le profil personnel est l'option, on va dire, à 80% à choisir et puis, bien sûr, à coupler avec la page entreprise si nécessaire en fonction du besoin. Donc, à part ça, on va, comment ça s'appelle, une fois qu'on a choisi le type de profil, donc la vraie maintenant question qui se pose, c'est que, en tout cas, ce que moi j'ai pu remarquer, c'est que la plupart des gens qui se lancent sur LinkedIn n'ont pas des résultats pour une raison très, très, très bête, une raison très simple et très basique. Euh, Parce qu'ils n'optimisent pas leur profil. C'est-à-dire, leur profil, en fait, quand tu atterris sur le profil de la personne, il n'y a rien qui te permet de savoir ce que la personne fait, qu'est-ce que tu peux gagner concrètement avec cette personne-là. Il n'y a rien, en fait, qui te précise ça. Et ça, c'est un vrai problème. Ça, c'est un très, très gros problème. Nous, c'est pas ce qu'on veut faire. Et du coup, c'est exactement pour ça que dans la deuxième partie, c'est-à-dire la deuxième étape de ton aventure sur LinkedIn, c'est d'optimiser ton profil. Pourquoi est-ce qu'il faut optimiser son profil? Donc, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que sur LinkedIn, non seulement c'est une page professionnelle dont les gens ils ont besoin d'avoir les informations le plus rapidement et le plus vite possible, mais en fait ce qu'il faut savoir c'est que ta page d'accueil ou bien ton profil sur LinkedIn, c'est comme ton tunnel de vente. Bon, pour ceux qui savent pas ce que c'est, un tunnel de vente, c'est comme on va dire les étapes par lesquelles les gens vont passer pour pouvoir acheter tes produits, pour pouvoir acheter tes prestations de services. Et ces étapes-là par lesquelles ces gens-là vont passer, la première étape, c'est ton profil en fait. Donc quand quelqu'un vient et visite ton profil, il faut qu'il sache à l'instant, en 1, 2 secondes maximum, il faut qu'il sache exactement ce que tu proposes comme valeur, ce que tu proposes comme solution, à quel problème est-ce que tu résous, à qui est-ce que tu t'adresses. Donc quand cette personne arrive directement et tu dis, je sais pas, j'aide les managers dans tel domaine à faire ci, ça, ou bien à résoudre tel problème. En fait, c'est très précis. Donc, si j'arrive et que je suis pas manager, je peux me dire, oh non, ça m'intéresse pas, ça. Parce que je suis pas manager, c'est pas du tout quelque chose qui m'intéresse. Mais, par contre, quand quelqu'un arrive et que cette personne est manager ou bien est exactement le type de profil que tu as précisé sur ta page, en fait, elle est directement concernée. C'est comme si cette personne se dit, oh, en fait, c'est à moi qu'il parle, en fait. Ce profil-là, c'est exactement à moi qu'il parle. Donc, c'est à moi qu'il s'adresse. C'est ce qu'on veut avoir. Et du coup, pour le faire, il faut optimiser son profil, naturellement. Donc, je pense que vous avez déjà compris la raison pour laquelle il faut optimiser le profil parce que c'est tout simplement ta page vitrine, c'est ton tunnel de vente, c'est vraiment la page qui permet, on va dire, de créer cette confiance-là avec les visiteurs parce que pour l'instant, c'est des gens qui ne te connaissent pas encore. Donc, il faut créer quand même cette confiance-là et ensuite leur faire rentrer dans ton système de conversion, dans ton système de vente, dans ton système tout simplement de cash hein, ou bien de ta machine à cash, comme on le dit en général. Maintenant, une fois qu'on connaît exactement pourquoi est-ce il faut le faire, pourquoi est-ce qu'il faut optimiser son profil, la vraie question qui se pose naturellement, c'est comment est-ce qu'il faut optimiser son profil. Et pour le comment, il y a plusieurs étapes. La toute première étape, c'est la photo de profil. Donc, en gros, sur LinkedIn, hein, il y a deux parties où il y a des images. La première partie, c'est la photo de profil. La deuxième partie, c'est la bannière. On va voir exactement ce que c'est. Donc, pour la photo de profil, en fait, pour optimiser la photo de profil, d'ailleurs, je te conseille un outil qui s'appelle pfpmaker.com. Et pfpmaker, en fait, ou bien Profile Picture, je pense Profile Picture Maker, ça te permet en fait de créer des profils professionnels, des profils sur LinkedIn assez professionnels. Et quand je parle de profil, c'est-à-dire tu vas uploader ton image de profil, bien sûr. Et ensuite, lui, il va te donner des suggestions. Peut-être tu peux même personnaliser avec ta couleur pour avoir un branding assez personnel à toi. Et ce qui est assez intéressant avec PFP Maker, c'est que c'est totalement gratuit.
Et la plupart des créateurs de contenu, c'est exactement ces outils-là qu'ils utilisent. C'est un outil totalement gratuit. Donc, tu vas dessus, tu importes ton image, c'est-à-dire la photo de profil. Et ensuite, il te suggère pas mal de choses pour pouvoir optimiser cette photo. Et ensuite, tu pourras télécharger ça sous forme de cercle et tout, avec peut-être même ta couleur au fond, etc., etc. Et pour cet outil-là, tu peux directement avoir accès en ligne, hein, et comme je l'ai dit, totalement gratuit. Mais pour les images qu'il faut choisir sur LinkedIn, moi je te conseille quand même une image assez naturelle, c'est-à-dire une image qui te représente. Il ne faut pas surjouer avec les images que vous partagez sur LinkedIn ou sur les réseaux sociaux. Si vous voulez être naturel, vous voulez vraiment partager les choses naturellement, un peu comme ce que moi je fais. C'est vrai qu'avant, j'avais beaucoup l'habitude de partager des images avec des vestes et tout, parce que j'aime beaucoup les vestes, hein, très clairement. Mais aujourd'hui, j'ai compris quand même que je veux être dans un registre assez naturel. Donc, du coup, je commence à partager des images beaucoup plus naturelles, y compris aussi ma chaîne YouTube. Je veux beaucoup plus aller sur de la qualité, de la valeur, etc., etc. Donc, pour ça, en fait, en fonction de ça, vous allez choisir votre photo de profil. Et il faut aussi, de préférence, sourire un peu sur la photo de profil. C'est beaucoup plus accueillant quand les gens visitent votre profil directement, d'avoir, voilà, on va dire un visage souriant. C'est très important, en fait. Donc, ça, c'est pour la photo de profil. Ensuite, on a la bannière. Donc, la bannière, en fait, c'est la petite photo sous forme rectangulaire juste derrière ton profil. Et cette bannière-là, c'est là où justement tu vas maximiser pour sortir exactement à qui tu t'adresses, qu'est-ce que tu apportes comme bénéfice et un peu une preuve sociale. Donc, quand je dis à qui tu t'adresses, un exemple très très bête, c'est j'accompagne par exemple les CEO à faire tel, tel, tel. Donc, c'est-à-dire à, par exemple, générer plus de clients, à optimiser leur stratégie marketing. Et ensuite, vous allez mettre quelques images. Je conseille souvent 4 à 5 images. Si vous avez déjà des clients par le passé, vous allez pouvoir mettre des images des logos, on va dire, de ces clients-là pour de la preuve sociale parce que ça crée de la confiance. En fait, non seulement tu dis que tu accompagnes une certaine cible à atteindre un certain résultat, mais tu mets aussi des images des entreprises que tu as déjà accompagnées et que tu as déjà aidé à atteindre justement ce résultat-là que cette personne qui visite ton profil cherche à atteindre justement aujourd'hui. Donc ça, c'est un peu comme ça que tu optimises ton profil. Ça, c'est la deuxième étape. Pour la troisième étape, pour l'optimisation de ton profil, il va y avoir ce qu'on appelle la tagline. La tagline, en fait, c'est juste le titre que tu as directement sous. Bien sûr, il y a ton nom, hein. Moi, je conseille sur LinkedIn de mettre vraiment ton vrai nom, ton vrai prénom, ton vrai nom de famille. Parce que généralement, LinkedIn, il vérifie les comptes et il s'assure que c'est vraiment la bonne personne qui utilise le compte avant de valider ça. Ou même quand tu utilises ça comme ça, après, on peut vérifier. Et si c'est pas tes vrais noms, on peut te suspendre ton compte. Mais c'est pas ce que nous, on veut. Donc, du coup, on va essayer de mettre nos vrais noms et nos vrais prénoms. Donc, je disais, la tagline, en fait, c'est un peu le titre, le petit titre là que tu as, le petit titre de description. C'est vraiment un petit titre de quelques mots qui décrivent un peu ce que tu fais concrètement. Donc, dans ce titre-là, bien sûr, tu peux encore reformuler ce que tu avais mis sur la bannière. J'aide, par exemple, les CEO à acquérir des clients grâce à, je sais pas, tu vois, le moyen par lequel tu le fais. Pendant une certaine durée de temps, si tu veux ajouter peut-être pendant un mois ou bien en seulement un mois, en seulement 2 mois, je sais pas, en seulement 6 mois. C'est à toi de voir ce que tu proposes comme offre et pendant combien de temps tu peux apporter justement les résultats à ces personnes-là. Donc ça, c'est la tagline. Très, très précis, très concis avec le résultat et le bénéfice que tu apportes directement. Ou bien, au lieu du bénéfice, tu peux aussi parler de la problématique que tu résous, c'est-à-dire les problèmes, les douleurs que tu résous aujourd'hui concrètement. Donc c'est très important. Donc pour les étapes d'optimisation, après la tagline, on va avoir tout ce qui concerne la description. Donc la description, c'est une partie de LinkedIn qui te permet en fait, on va dire, de décrire, hein, comme c'est mentionné, de décrire un peu ce que tu fais, de décrire un peu comment est-ce que tu le fais peut-être. Donc, en tout cas, moi, ce que je fais en général pour moi ou pour mes clients que j'ai pu avoir, généralement pour l'optimisation dans la partie description. Donc, je dis concrètement qui est-ce que je cible, encore une fois. Ce que j'apporte donc de façon encore plus détaillée, hein, de façon qui est-ce que je cible, les problèmes que je résous concrètement. Donc, je liste par exemple les 5 top problèmes que je résous dans la partie de description. Et bien sûr, les bénéfices ou les produits ou les services qui existent. Ensuite, il y a la preuve sociale, c'est-à-dire je liste un peu
certaines entreprises avec qui j'ai collaboré et ce que j'ai apporté concrètement comme résultat. Et il faut aussi parfois donner des statistiques. Je sais pas, peut-être tu peux dire, tu as aidé telle entreprise. Si on prend toujours notre stratégie marketing et puis génération de leads ou bien signature de clients, on peut dire qu'on a aidé, je sais pas, telle entreprise à signer peut-être 20 clients par mois. On a aidé telle autre entreprise à signer plutôt 15 clients par mois. On a aidé plutôt telle à signer 10 clients par mois, 3 clients, un client, en fonction de leur offre et tout, etc. Des choses comme ça. Donc, tu peux donner 3, 4, 5 exemples comme ça d'entreprises que tu as déjà accompagnées. Et une fois que tu finis ça, tu fais un CTA. Le CTA, c'est le Call to Action, c'est-à-dire ce que tu demandes aux gens de faire. Donc, en gros, tu as déjà fini de décrire un peu ce que tu fais, tu as donné la preuve sociale, etc. Maintenant, tu veux demander aux gens de faire quelque chose. Et quand tu veux demander aux gens de faire quelque chose, il faut mettre, par exemple, soit un lien de prise de rendez-vous Calendly ou d'autres outils de prise de rendez-vous, TD Call, Z-Call, etc., etc. Ça, c'est des outils de prise de rendez-vous. Donc, tu peux créer un calendrier de prise de rendez-vous et ensuite, tu mets ton lien de prise de rendez-vous directement là-bas. Ou tu peux mettre ton mail, hein. Il y a d'autres qui font ça. Tu peux mettre aussi ton mail pour que les gens puissent te contacter directement. Ou tu peux aussi mettre ton numéro de téléphone. Ou tout simplement, tu peux dire aux gens de te contacter par messagerie. Encore une fois, j'ai dit ou, j'ai pas dit et. Le call to action, c'est un et un seul call to action. Donc, tu demandes aux gens de faire une et une seule chose à la fois. C'est une seule action à la fois. Donc, c'est pas un truc de ouais, contacte-moi ou sinon envoie-moi un mail ou appelle-moi. Non, non, juste un seul truc. Tu choisis ce qui te convient le mieux, le moins de communication qui te convient le mieux pour que les gens puissent te contacter. Et ensuite, tu mets ce moyen-là directement là-bas dans la partie description. Donc voilà, une fois qu'on a fait la partie description, il y a aussi une partie qui s'appelle compétences. En gros, cette partie de compétences, ça te permet, on va dire, de dresser plus ou moins l'ensemble des compétences que tu possèdes. Moi, ce que je te conseille, c'est que les compétences, il faut que ces compétences-là soient totalement en adéquation avec ce que tu proposes comme service. Supposons que tu t'es formé je sais pas, en agriculture ou des choses comme ça, ou bien en informatique, mais aujourd'hui, tu proposes des services de marketing. Tu vas pas dire, certes, tu t'es formé, on va voir ça peut-être dans les expériences professionnelles, tu peux lister ces expériences professionnelles, mais dans la partie compétences, il faut plutôt mettre des compétences qui sont en adéquation, qui sont en relation directe avec justement tes services de marketing. Encore une fois, ça c'est un exemple. Donc peut-être que toi, tu es plutôt dans des services de pâtisserie, et tu as fait encore une fois l'informatique. Tu peux lister l'informatique comme compétence et comme expérience du coup déjà vécue. Mais pour la partie compétence, il faut plus mettre en avant les compétences qui sont dans la pâtisserie, des compétences qui vont, on va dire, élever encore plus ta valeur, élever encore plus ta perception, de la perception de la valeur que tu proposes à tes clients ou bien à tes lecteurs, etc., etc. Donc, il faut vraiment lister, on va dire, les 5 ou les 7 maximum compétences qui sont plus en adéquation avec les services que tu proposes à l'instant. Bien sûr, quand tu vas changer de service, si tu as d'autres compétences par rapport à ces nouveaux services-là, tu mets encore une fois ces autres compétences-là en avant sur LinkedIn. Et ça permet aux gens, en tout cas, qui visitent un peu ton profil, voilà, de s'assurer que, OK, tu proposes ci, et en plus, tu maîtrises bien tel aspect de ce que tu proposes. Et ça, c'est exactement ce qu'on veut avoir. Et cette partie-là, comme je l'ai dit, c'est une partie très, très cruciale. Il y a beaucoup de personnes qui ne font pas ça. Et bien sûr, naturellement, la conversion, elle est un peu compliquée quand tu n'optimises pas ton profil. Comme je l'ai déjà expliqué, ton profil, vraiment, c'est ta page de conversion, en fait. Voilà. Et une fois qu'on a ça, euh, bien sûr, on a optimisé toutes ces parties-là, compétences, expérience. Donc, il y a la partie expérience, hein, comme je le dis, l'expérience, c'est plus ou moins peut-être ce que tu as fait comme étude, peut-être si tu as eu des expériences professionnelles, peut-être si tu as fait d'autres activités, etc., etc. Donc, voilà, tu peux lister ça, hein, ça, c'est pas grave du tout. Mais c'est pas aussi important que ça, en vrai, on va dire. Donc, en gros, ça, c'est vraiment la partie globale d'optimisation de LinkedIn. Et bien sûr, pour la bannière, là où j'étais en train de dire, vous pouvez mettre un peu ce que vous apportez comme bénéfice et tout. Vous pouvez utiliser Canva. Canva, il y a bien sûr la version gratuite aussi. Vous pouvez utiliser Canva. Il y a plusieurs exemples de bannières qui existent. Vous pouvez juste prendre un template et vous allez pouvoir personnaliser ça. Donc maintenant qu'on a optimisé le profil, euh, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on veut avoir une certaine cohérence dans l'ensemble de ce qu'on fait sur LinkedIn, parce que sur LinkedIn, c'est un réseau social professionnel. Et pour un réseau social professionnel, il faut avoir de la cohérence.
faut avoir de la cohérence dans ce que tu dis, de la cohérence dans ce que tu publies, etc., etc. Et pour y arriver, pour faire ça, tu as besoin d'une ligne éditoriale, tout simplement. Qu'est-ce que c'est? C'est très simple. La ligne éditoriale, en fait, c'est un peu comme ce que tu fais, on va dire tout simplement. Chaque semaine, qu'est-ce que tu dois faire sur LinkedIn? C'est ça un peu, on va dire, le petit plan. On va dire le petit plan. C'est quoi ton petit plan de publication par semaine sur LinkedIn? Euh, Qu'est-ce que tu publies concrètement? Quel est le but de ce que tu publies? Qu'est-ce que ce que tu publies doit faire concrètement, etc., etc. C'est ça un peu ce qu'on appelle la ligne éditoriale. On va dire de façon pratique, hein. Ça, c'est bien sûr pour d'autres définitions, vous pouvez chercher ailleurs, mais de façon pratique et de façon pragmatique, c'est ça une ligne éditoriale. En gros, c'est qu'est-ce que tu fais chaque semaine et quel est le but de ce que tu fais, comment est-ce que tu le fais concrètement, ça c'est la ligne éditoriale. Donc pour arriver à mettre en place cette ligne éditoriale, donc la vraie question déjà c'est qu'est-ce que tu dois aborder dans ta ligne éditoriale? Et pour ce que tu dois aborder, c'est ce qu'on appelle les idées de contenu, hein. Bon, bien sûr, on va voir ça un peu après. Donc, quels sont les types de sujets que tu abordes concrètement? Et en fonction de ces types de sujets, tu vas avoir un certain type de personnes que tu vas attirer en fait sur ton LinkedIn. Il y a un certain type de profil que tu vas pouvoir attirer en fonction des sujets que tu vas aborder. Et pour ça, il faut déjà maîtriser certains sujets. Donc, il y a des gens qui se lancent parfois de zéro. Il y a d'autres personnes qui se lancent, qui sont pas forcément des gens qui se lancent de zéro. Donc, du coup, qu'est-ce qu'il faut faire? Si tu te lances de zéro, il faut juste documenter. Il faut documenter ton processus, il faut documenter ton parcours. Dis juste que tu es en train d'apprendre et tu partages bien sûr avec les gens ce que tu apprends. Ça te fait plaisir de partager tout ce que tu apprends. Et si bien sûr tu as déjà une expertise, tu as déjà une compétence particulière, donc l'idée bien sûr c'est de partager de la valeur. On va voir concrètement comment est-ce qu'il faut faire ça. Et naturellement, pour la ligne éditoriale, donc la première étape, moi, ce que j'utilise généralement comme ligne éditoriale, c'est une stratégie qui s'appelle SEPS. SEPS, c'est S-E-P-S. Donc S-E-P-S, SEPS, c'est le premier S, c'est storytelling. Le deuxième, le E, c'est éducation. Le P, c'est preuve sociale. Et puis le dernier S, c'est storytelling. Donc on va aller étape par étape. Le premier S, qui est le storytelling. En gros, ce qu'on fait dans cette partie-là, c'est vrai que ça a l'air, on dit storytelling, c'est l'art de raconter des histoires pour faire quelque chose. Donc ça, c'est très, 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 très globalement, c'est ça le storytelling, c'est l'art de raconter, on va dire quelque chose, une histoire, pour pousser quelqu'un à faire, ou bien un lecteur ou je sais pas, un auditeur, en tout cas ce qui est sur quelqu'un, à poser une certaine action, ou bien à avoir une certaine vision de la chose, etc., etc., à travers cette histoire-là. Mais le storytelling ici sur LinkedIn, certes, c'est des histoires, mais le but principal ici du storytelling, c'est d'agrandir ton réseau. Parce que le storytelling, en fait, c'est un sujet assez large en général qui peut toucher presque tout le monde. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand on raconte une histoire, ça touche, il y a presque tout le monde qui est plus ou moins touché. En tout cas, si l'histoire, elle est très bien racontée. Donc, on peut toucher n'importe qui. C'est pas juste si, par exemple, on avait dit qu'on ciblait des CEO pour les aider à générer des leads, c'est pas juste des CEO qui vont lire ton histoire. Il y a quelqu'un, il est dans la plomberie, il y a quelqu'un, il est dans la pâtisserie, il y a quelqu'un, il est dans l'agriculture, quelqu'un, il est en pharmacie, en médecine. L'histoire, en fait, c'est quelque chose d'humain. C'est totalement humain. Donc, du coup, si tu sais bien raconter tes histoires, tu vas pouvoir toucher tout le monde. Et le but, bien sûr, derrière de toucher tout le monde, c'est d'agrandir ton réseau. Et surtout, si tu as un réseau, c'est de renouveler le réseau avec des nouvelles personnes. Ça, c'est le premier but avec le storytelling. Donc, c'est des sujets assez larges, des sujets qui se basent un peu plus sur toi, ton vécu, ton expérience personnelle, l'expérience avec d'autres personnes, d'autres parcours que tu as pu avoir dans ta vie avant même de démarrer LinkedIn, etc., etc. Donc, ces histoires, en fait, permettent de catcher, d'attirer vraiment l'attention et d'attirer des gens pour renouveler et agrandir ton réseau. Ensuite, on a la partie éducation, comme j'étais en train de le dire. La partie éducation, il y a deux aspects. Donc, le premier aspect, naturellement, le fait que, c'est le fait que tout simplement, tu viens de démarrer. Donc, si tu viens de démarrer, c'est simple, tu vas juste documenter ce que tu apprends. Donc, tu essaies d'apprendre des choses. Je sais pas, tu viens de démarrer, tu veux te lancer sur l'IA, par exemple, l'intelligence artificielle. Donc, tu veux lancer un business dans l'IA. C'est simple, peut-être tu maîtrises pas encore l'IA, donc tu vas juste dire clairement dans ton premier post
que tu es là pour partager ton parcours, bien sûr, d'apprentissage dans l'IA. Et ton but final, bien sûr, c'est de pouvoir créer une boîte ou bien une entreprise ou bien une agence d'automatisation d'IA, etc., etc. Et bien sûr, tu es là pour partager chaque semaine ou chaque jour tout ce que tu apprends de façon honnête et de façon totalement ouverte. Ça, c'est la première partie. Mais si tu as déjà, bien sûr, un business qui existe, tu es déjà assez vétéran dans le business, on va dire, dans l'entrepreneuriat, c'est très simple. Tu partages des conseils, des valeurs, des tips, des étapes pour réaliser certaines choses, pour résoudre certains problèmes pour ta clientèle cible. Et le but ici, en fait, c'est d'élever, on va dire, le but de la partie éducation, c'est d'élever le niveau de conscience de tes lecteurs. Donc, en gros, on essaie de leur présenter un peu des solutions à leurs problèmes pour leur dire en fait qu'on a des solutions et qu'on peut leur apporter ces solutions-là. Et bien sûr, c'est à travers ça, naturellement, hein, c'est grâce à ça, on va dire à quelque part, qu'on va pouvoir les signer par la suite parce qu'ils savent en fait qu'on peut résoudre des problèmes. Et comment est-ce qu'ils savent ça? C'est parce qu'on crée des posts et on résout des problèmes qu'ils ont déjà actuellement et on leur apporte des solutions gratuitement, naturellement. Et c'est ça, bien sûr, qui permet de pouvoir signer un peu après. Ensuite, on a la partie P. La partie P, c'est la preuve sociale. Et pour la preuve sociale, en fait, c'est très simple. Si bien sûr tu as déjà des clients, comme j'étais en train de l'expliquer au début sur la bannière pour la preuve sociale, donc si tu as déjà des clients, tu peux demander des témoignages ou bien euh, un petit texte de témoignage ou une petite vidéo comment ça s'appelle, pour donner un avis, etc., etc., sur tes prestations, sur tes compétences. Et ça, tu pourras partager ça tout simplement sur LinkedIn. Et naturellement, tu peux aussi avoir une page Google Avis ou bien une page Trustpilot pour mettre un peu tes services là-bas. Comme ça, les gens, tu pourras les rediriger là-bas. Ils vont pouvoir laisser des avis directement pour tes prestations. Et naturellement, si tu n'as pas encore de prestations, tu es vraiment débutant, ça, c'est pas un problème. Tu ne parles pas de preuve sociale tout simplement parce que tu n'en as pas. Donc, il faut pas en créer. Tu n'as pas de preuve sociale, tu parles pas de preuve sociale, tu parles pas d'avis. Donc, tu commences à travailler jusqu'à ce que tu obtiennes naturellement de la preuve sociale. Et bien sûr, tu pourras partager ça un peu après. Ensuite, on a le dernier point qui est le story selling, qui est assez différent du storytelling. Le story selling, tout simplement, c'est raconter des histoires pour vendre. Donc, il y a story, il y a selling. Histoire, vente. Donc, voilà. Le story selling, c'est un peu comme du CTA, c'est-à-dire du call to action. Comme je l'avais déjà expliqué, c'est un peu comme demander aux gens de faire quelque chose, mais à travers une histoire. Tu racontes une histoire et à la fin de l'histoire, tu demandes aux gens, par exemple, de prendre tes prestations de service. Tu demandes aux gens de s'abonner à ton LinkedIn, tu demandes aux gens de liker ton post. Ça, c'est un CTA à travers une histoire que tu vas raconter, bien sûr, qui est quand même assez structurée étape par étape en général. Donc ça, c'est un peu, on va dire, la stratégie de création et de ligne éditoriale. Maintenant, si on devrait implémenter concrètement cette stratégie SEPS dans une ligne éditoriale, encore une fois, c'est-à-dire qu'est-ce que tu publies et comment tu les publies, pourquoi est-ce que tu les publies chaque semaine. On a vu déjà le pourquoi qui est le SEPS, chaque étape et ce que ça apporte concrètement. Bien sûr, la partie de proof social, vous l'avez deviné, hein, ça permet de créer de la confiance. Et la partie de storytelling, le dernier, ça permet de convertir. Le premier élément, le storytelling, j'avais dit, ça permettait d'agrandir le réseau. Et le deuxième élément, qui était l'éducation, ça permet d'élever le niveau de conscience et d'agrandir, on va dire, cette probabilité que les gens te contactent pour que tu puisses les signer pour une prestation de service. Maintenant, comment est-ce qu'on implémente ça concrètement sur LinkedIn par semaine? Donc, ce que moi j'ai fait, c'est très simple. C'est que j'ai pris un thème par jour. Donc, par exemple, moi je publie du lundi au vendredi. Le lundi, en général, je fais un peu de l'entrepreneuriat. Genre, je parle d'entrepreneuriat, des conseils entrepreneuriaux. On peut dire c'est des conseils d'entrepreneuriat tout simplement. Et je fais aussi de la motivation. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, le mardi, c'est un peu plus tout ce qui est sur l'IA, l'intelligence artificielle. Le mercredi, je fais un CTA, c'est-à-dire je fais un petit story selling. Donc, je raconte une petite histoire et je mets en avant mes prestations de service, etc., etc. Le jeudi, c'est beaucoup plus de la valeur aussi, toujours business. Et parfois, c'est de la preuve sociale, parfois, c'est des cas d'études. Donc, les cas d'études, c'est aussi de la preuve sociale. Donc, en gros, tu fais un cas d'étude sur ce que tu as fait avec un client, les résultats que vous avez obtenus, tout ça. Ça, c'est de la preuve sociale et ça crée de la confiance. Et enfin, on a bien sûr le vendredi où je documente un peu.
Donc cette partie de documentation, c'est toujours du storytelling. Donc ça, c'est comme ça que moi j'ai un peu structuré ma stratégie SEPS par semaine. Donc en gros, tu prends juste un thème par jour. Si tu veux publier, bien sûr, jour par jour, hein. Encore une fois, pour le nombre de publications, chacun fait comme il veut. Mais par expérience, quand même, sur LinkedIn, publier au moins 3 fois par semaine, c'est vraiment l'idéal. Minimum 3 fois par semaine. Encore une fois, si tu n'es pas très, très dispo, tu peux publier peut-être 2 fois par semaine. Peut-être le lundi, vendredi, ou si c'est 3 fois, lundi, mercredi, vendredi, ou 5 fois, lundi au vendredi. Il y a des gens qui vont même jusqu'à 7 fois. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que c'est bien d'aller sur 7 fois, mais le business, la création de contenu, tout ça, c'était, on va dire, c'est, 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 c'est un jeu en fait long-termiste, c'est un jeu vraiment infini. Donc du coup, tu as besoin d'être là le plus longtemps possible. Et moi, ce que je te conseille, c'est que chaque semaine, tu puisses conserver le même taux d'énergie. Il faut pas que tu publies chaque jour et à la fin de la semaine, tu es complètement pété, des choses comme ça. C'est pas du tout ça l'objectif en fait. Donc, il faut quand même garder ton énergie pour que d'ici la fin de la semaine, tu es toujours en forme pour pouvoir redémarrer la semaine prochaine avec des posts toujours assez frais, avec des nouvelles idées. Et pour ça, moi, par exemple, je me suis imposé une seule règle, c'est de ne jamais publier le week-end. Chaque week-end, j'essaie de me reposer. Je publie pas, tout simplement. Donc, maintenant qu'on a la ligne éditoriale, naturellement, on va voir que les posts en général sur LinkedIn, ce que moi j'ai remarqué, c'est que la plupart des posts n'avaient pas du tout de goût. Quand je dis de goût, c'est-à-dire tu lis le post, en fait, parfois tu vois déjà même les premières lignes, tu n'as même pas envie de lire le post. C'est quand même peut-être bizarre de dire ça comme ça, mais généralement les gens pensent qu'il faut juste donner de l'information, il faut juste donner de la valeur, mais c'est pas toujours, en fait, c'est pas du tout le cas. Je dirais même pas que c'est pas toujours le cas, c'est pas du tout le cas. Donner de la valeur, tout le monde peut le faire. Ce qu'on veut, c'est de pouvoir créer un post qui attire de l'attention, un post qui garde de l'attention jusqu'à la fin. Et pour faire ça, tu as besoin de structurer ton post. C'est pour ça qu'on va sur cette quatrième étape. Et sur cette quatrième étape, on va voir tout simplement la structure complète, on va dire, d'un post qui marche sur LinkedIn. Et pour qu'un post marche, il y a 3 parties différentes. Il y a le hook qu'on appelle l'accroche généralement. Ensuite, il y a la description du post et bien sûr, enfin, la partie, ouais, bien sûr, on va dire la partie du corps du post, hein. Et ensuite, on a la partie conclusion. Donc, pour chaque partie, la première partie, la partie hook ou accroche, de mon expérience, je dirais que l'accroche, elle est la plus importante. Parce que si tu rates ton accroche, comme je suis en train de le dire, dès le début du post, si les gens ne sont pas accrochés à ta publication, si tu n'arrives pas à attirer l'attention dès la première ligne de ton post, bah c'est fini, il n'y a personne qui va lire le post. Parce que ce qui se passe, c'est que sur LinkedIn, tu as à peu près 3 lignes de texte pour pouvoir convaincre. Et ensuite, on a un petit bouton de voir plus. Et du coup, en général, c'est comme ça que les posts s'affichent. C'est uniquement quand la personne clique sur le voir plus qu'il va y avoir tout le post complet qui va s'afficher. Mais je pense que tu as compris le problème. Avant que la personne ne clique sur le voir plus, il faut que tu arrives à le convaincre sur la première ou les 2 premières lignes directement qui s'affichent, qui sont visibles à la personne avant de voir tout le post complet. Et pour le faire, c'est le rôle de l'accroche. Donc, comme je le disais, le rôle de l'accroche, c'est de capturer l'attention. Et pour capturer l'attention, il faut pouvoir créer une émotion particulière directement dès les premières lignes du post. Et quand je dis créer une émotion particulière, ça peut être, je sais pas, moi, la colère. Tu peux dire, voilà, il y a quelque chose qui s'est passé, t'es totalement en colère, t'étais à 2 doigts de péter les plombs, des choses comme ça. Tu peux créer une émotion de joie. Peut-être que c'est un résultat et tu es complètement content, tu es totalement en joie actuellement. Je sais pas, une émotion de dédain, etc., etc. Des choses comme ça. En fait, il faut créer quand même une émotion et surtout créer de la curiosité dans la première ligne. Quand je dis de la curiosité, en fait, si par exemple tu es content, si tu es furieux, il faut le dire que tu es, furieux et que tu es content, par exemple, mais il faut pas dire le pourquoi. Et justement, ce pourquoi-là que tu n'as pas dit, ça permet de créer de créer de la curiosité. Tout le monde veut savoir pourquoi est-ce que tu es aussi content ou pourquoi est-ce que tu as totalement pété les plombs. Pourquoi est-ce que tu as totalement pété les plombs quand, je sais pas, quelqu'un est en train de te discuter d'un sujet peut-être assez banal, des choses comme ça. Et tu as complètement pété les plombs, tu as même cassé des trucs et tout. Pourtant,
il n'y a pas encore la raison. On ne sait pas pourquoi est-ce que tu as fait ça. Et c'est ça qui crée cette curiosité. Ça, c'est un exemple, hein, naturellement. Le fait aussi de dire 10 étapes, par exemple, pour générer, je sais pas moi, pour générer 10 millions en un an, ça, on va directement sur du résultat. Et ce résultat-là, ça ne crée pas forcément une émotion particulière. Peut-être que ça peut créer, encore une fois, cette émotion de oh, 10 millions en, je sais pas, peut-être en 10 ans ou en 5 ans. Ça peut être assez fun, ça peut être assez bien. Et du coup, la question c'est comment est-ce que je le fais? Donc en gros, on a ce titre-là, mais on ne sait pas comment est-ce qu'on le fait. Et ça, c'est exactement ce qu'on veut créer dans l'accroche, c'est de la curiosité et de l'émotion. C'est comme ça que tu crées une accroche. Et l'accroche sur LinkedIn, elle tient toujours sur une ligne ou deux maximum. C'est vraiment comme ça que tu arrives à capturer l'attention des gens. Maintenant, quand tu captures l'attention des gens, c'est pas encore la fin du job. Il faut pouvoir maintenir, il faut pouvoir garder cette attention. Et pour garder cette attention, c'est bien sûr dans la partie du corps du post. Et pour le corps du post, il faut tout simplement détailler, on va dire, ce que tu as dit dans l'accroche, dans la première partie. Il faut que tu détailles, tu apportes de la valeur concrète, tu apportes des éléments concrets qui répondent justement à la problématique que tu as énoncée dans la partie de l'accroche, on va dire, dans la partie du hook. Et pour ces éléments, il faut qu'ils soient totalement en adéquation. Il faut que tu répondes exactement à ce que tu as dit, en fait. Il ne faut pas dire quelque chose dans l'accroche et dans le corps du post, peut-être que ça n'a rien à voir avec ce que tu as dit dans l'accroche. Ça, c'est ce qu'on appelle des posts putaclic. Et un post putaclic, ça tue ta réputation, en fait. Ça tue complètement ta réputation sur le long terme. Et c'est pas du tout ce que tu veux faire. Parce que toi, tu veux rester quand même le plus longtemps possible sur LinkedIn ou sur les réseaux sociaux. Et pour ça, il faut quand même répondre vraiment aux choses que tu annonces dans ton accroche. Non seulement répondre à ça, mais apporter encore plus de valeur que ce que tu as annoncé dans ton accroche. Et les gens sont souvent agréablement surpris. Tu vois, et c'est exactement ce qu'on veut avoir. On veut pas que quelqu'un lise notre accroche et quand il clique dessus, il lit le post, ça n'a rien à voir. Bien sûr, il sera déçu, naturellement. La prochaine fois, il va plus regarder ton post. Et ça, c'est des vues en moins. Et quand tu as des vues en moins, naturellement, c'est ton business aussi qui est en moins. On va voir ça d'ailleurs dans la partie de conversion. Mais sinon, c'est un peu ça pour le corps du post. Il faut répondre exactement à l'accroche. Et ce que j'aime bien faire aussi, c'est de faire des espaces. C'est-à-dire après chaque phrase de mon post, j'essaie de faire un petit saut de ligne pour aérer un peu le post, pour le rendre beaucoup plus agréable à lire, beaucoup plus simple à lire et tout, plutôt que de faire, tu vois, tout un pavé de texte compressé, ce qui demande quand même assez d'énergie et assez de concentration de la part du lecteur afin de pouvoir lire ce post-là. C'est pas du tout ce que nous on veut faire. On veut avoir quelque chose qui est plutôt bien aéré, bien structuré pour que la personne puisse lire ça assez facilement et on va dire puisse tout simplement lire très très rapidement ton post, obtenir le résultat, on va dire le bénéfice que tu proposes dans ton post, c'est-à-dire la valeur que tu apportes. Donc une fois qu'on a ça, j'aime bien aussi dans le corps du post, j'aime bien aller droit au but, j'aime être assez succinct, on va dire, assez bref, tout simplement. Je vais droit au but, chaque phrase apporte une valeur particulière, directe et tout. Donc c'est un peu ça, il faut pas rallonger le post pour rien. Et en général, sur LinkedIn, il faut avoir à peu près 1000, 1002 caractères, 1200 caractères, 1400 caractères, quelque chose comme ça. Donc, c'est un peu ça pour le corps du post. Ensuite, on a la partie de la conclusion, la dernière étape pour la structuration du post. Donc, la conclusion, c'est un peu ce que moi j'aime faire en général pour la conclusion et qui marche très bien, c'est de donner un petit conseil à la fin ou bien tout simplement de faire un petit résumé de ce que tu as dit dans l'accroche et puis dans le corps du post. Ou tout simplement de parler on va dire, de parler d'un point qui est quand même assez capital dont tu as abordé dans tout le post. Et ça, c'est exactement ce que moi je fais en général. Ou bien sûr, le dernier point aussi, c'est peut-être de poser une question. J'aime bien aussi poser une question parfois à la fin de mon post. Ça permet d'engager un peu ta communauté. Quand tu poses une question à la fin, il y a des gens voilà, qui vont vouloir te répondre, qui vont vouloir te donner leur avis par rapport à ce que tu as dit dans le post, etc., etc. Donc ça, c'est exactement comme ça que le post qui marche bien sur LinkedIn se structure. Et c'est comme ça que moi, je structure mes posts depuis pas mal de temps. J'ai eu le temps de bien peaufiner tout ça et d'avoir cette structure-là avec tous les éléments là que je viens de te détailler.
Maintenant que tu sais comment structurer ton post, l'autre question, en fait, c'est qu'est-ce que tu publies? Qu'est-ce que tu publies? En fait, ça, c'est la dernière étape. Enfin, ça, c'est la cinquième étape, désolé. La cinquième étape, c'est qu'est-ce que tu publies? En gros, maintenant, tu connais tout, tu sais ce que tu dois. Bon, tu connais un peu la ligne éditoriale, plus ou moins les thèmes que tu vas aborder, plus ou moins les sujets que tu vas aborder, on va dire l'organisation complète de ton LinkedIn avec l'optimisation, tout ça. Maintenant, qu'est-ce que tu publies concrètement? Ça, c'est les idées de contenu. Et pour avoir des idées de contenu, il y a plusieurs moyens. Si tu démarres de zéro, par exemple, ou même si tu es déjà dans l'entrepreneuriat depuis pas mal de temps, euh, c'est très simple. Il faut juste partager des choses de ton expérience. C'est-à-dire, par exemple, supposons que tu es étudiant ou bien tu travailles dans un job actuellement ou par exemple, tu as des interactions avec des amis ou tout simplement tu as déjà un business mais que tu n'es pas encore, comment ça s'appelle, tu n'es pas encore sur LinkedIn, bah, c'est très simple. Il suffit juste de, comment ça s'appelle, il suffit juste de parler un peu de comment est-ce que tu t'entretiens avec tes clients, comment est-ce que tu t'entretiens avec tes prospects, comment est-ce que tu travailles en général avec les gens avec qui tu collabores, tes collaborateurs, etc., etc. Donc ça, c'est vraiment ton expérience, tu partages vraiment ton expérience en fait. Donc il y a ce point-là. Et ensuite, le deuxième point pour trouver des idées de contenu, c'est Answer the Public. Moi, j'aime beaucoup utiliser Answer the Public. Euh, alors, juste une seconde. Alors, je disais que j'aime beaucoup utiliser Answer the Public. Et Answer the Public, en fait, c'est juste un outil. C'est un outil qui te permet, on va dire, de rentrer un peu un peu, on va dire, dans le cerveau de tes lecteurs. Par exemple, on va dire, on avait dit qu'on ciblait un peu des CEO. On ciblait un peu des CEO pour faire du marketing. Donc, on peut aller chercher des termes sur le marketing dans Answer the Public. Et ce qui va se passer, c'est qu'on va voir un peu, ou bien des CEO qui veulent générer des leads ou bien des clients. Donc, on va chercher des termes comme leads ou clients ou générer des leads, générer clients. Et quand on va chercher ça, en fait, ce qui va se passer, c'est que Answer the Public va nous donner un peu l'ensemble des recherches sur tout ce qui concerne des leads sur Google, sur Bing, sur YouTube, sur TikTok et puis sur Amazon. Donc, ça va nous donner exactement ce que les gens recherchent comme terme le plus souvent sur ces plateformes-là. Et toi, ça te permet exactement de savoir ce que les gens recherchent. Et si tu sais exactement ce que les gens recherchent par rapport à, bien sûr, à ta problématique ou bien par rapport à tes sujets que tu abordes en général, bah, je pense que tu as compris l'idée. C'est très, très simple, du coup, de faire des publications par rapport à ces recherches-là. Et bien sûr, donner des solutions à ces recherches. Par exemple, on va dire quels sont les meilleurs outils d'IA pour générer des leads. Donc, par exemple, c'est les types de recherches qui reviennent souvent. Et du coup, qu'est-ce que tu fais? Tu fais juste un post où tu vas parler des meilleurs outils, je sais pas, des meilleurs outils gratuits, par exemple, d'IA pour générer des leads, des meilleurs outils gratuits d'IA pour signer des clients, et des leads, en fait, ce sont des prospects. Ce sont des personnes qui sont plus ou moins intéressées par ce que tu proposes comme service ou ce que tu proposes comme produit, etc., etc. Donc ça, c'est un peu comme ça que tu utilises Answer the Public. C'est un outil gratuit, bien sûr, avec un terme de recherche assez intéressant par jour. Et bien sûr, si tu veux avoir plus de recherches par mois, tu vas juste pouvoir prendre un abonnement. Sinon, à part ça, j'aime bien aussi prendre des notes. C'est-à-dire quand je me balade, je sais pas. En fait, généralement, quand tu es créateur de contenu ou quand tu es entrepreneur, il y a beaucoup d'idées de business, d'idées de choses à faire, d'idées de projets, d'idées vraiment de stratégie. Il faut noter tout ça. Il faut noter tout ça dans un document. Moi, j'aime bien utiliser Notion, Notion.so, bien Notion.so. En fait, c'est un outil qui permet tout simplement de prendre des notes. C'est comme une petite base de données, un peu comme un endroit, on va dire, un petit coffre-fort dans lequel tu peux mettre un peu des informations et ensuite venir récupérer ça quand tu auras besoin. Parce que ce qui se passe, c'est que tôt ou tard, tu en auras besoin. Tôt ou tard, tu vas rencontrer le syndrome de la page blanche, comme on le dit. C'est-à-dire, tu vas pas avoir énormément d'idées, tu vas pas savoir ce qu'il faut faire et tout, etc. Et du coup, ce que tu vas faire, tu vas juste revenir dans ce document-là, voir les idées que tu as pu noter au fur et à mesure des semaines ou des mois et voir bien sûr quelle idée tu pourras aborder tout simplement
le jour-là sur ton profil LinkedIn, dans ton post LinkedIn, etc., etc. Donc, l'autre chose aussi que j'aime bien faire pour trouver des idées de contenu, c'est de lire des livres. Moi, j'aime beaucoup lire des livres, surtout le week-end. Comme je l'ai dit, le week-end, j'essaie vraiment de me reposer. Et ce que je fais généralement, c'est que je lis énormément de livres. Par semaine, en général, j'essaie de lire au moins 30 à 1 heure de temps de lecture. C'est-à-dire que j'essaie de lire au moins 30 à 1 heure de temps par jour dans la semaine. Et du coup, ça me permet vraiment d'avoir des idées assez originales. Quand je dis avoir des idées assez originales, de voir un peu ce que les gens ils ont fait. Et généralement, les gens, vraiment, ils ont passé leur vie, ils ont vécu, ils ont fait des choses, ils ont réussi des trucs, ils ont fait des erreurs. Et du coup, ils te sortent tout ça, on va dire, ils te sortent vraiment tout ça directement euh, dans un livre. Et toi, quand tu lis ça, bien sûr, tu sors avec toute cette quintessence-là, tu sors avec tout ce jeu-là, en fait. Et ça te permet vraiment d'aller au-delà de la concurrence. Parce que la plupart des gens, ils ne lisent pas. Et du coup, si les gens ne lisent pas et toi, tu lis, tu sors avec des idées que les gens, ils ont pu expérimenter dans leur vie. Et toi, tu sors avec ces idées-là sur lesquelles tu es aligné quand même. Ça te permet vraiment de sortir du lot. Ça te permet d'amener des idées assez fraîches, des idées assez nouvelles. Et ça te permet vraiment de te différencier, on va dire, de la concurrence, de te différencier de tous les autres qui sont sur le marché, en fait. Et ensuite, bien sûr, il y a un autre point que j'aime bien faire, c'est de partager aussi mes propres idées sur d'autres plateformes. Par exemple, j'aime bien j'utilisais avant Thread et puis X. Aujourd'hui, j'utilise beaucoup plus X. Donc, je partage un peu les idées, en fait, que j'ai chaque jour. Donc, quand j'ai une idée comme ça, je la partage directement sur X. Je vois ce que les gens ils en pensent, etc., etc. Et du coup, à la fin de la semaine, je vois quels sont les posts qui ont bien marché. Pour tous les posts qui ont bien marché, j'essaie de prendre le post ou les deux posts qui ont bien marché dans la semaine ou dans les 2 semaines passées. Et j'essaie de développer ça, en fait, sous forme d'un post LinkedIn que je vais publier après sur LinkedIn. Donc à part ça, le dernier point pour trouver des idées, c'est la documentation, c'est-à-dire documenter si tu es en train de faire quelque chose actuellement dans ta vie, tu es en train de travailler sur un projet, tu es en train de faire un voyage, je sais pas, tu es en train de faire un job, tu es en train de créer une boîte, tu es en train de faire quelque chose, tu documentes tout simplement ce que tu fais, qu'est-ce que tu es en train de faire concrètement, quelles sont les difficultés que tu rencontres, comment est-ce que tu arrives à résoudre cette difficulté-là, qu'est-ce que tu comptes faire d'ici quelques mois, quels sont tes objectifs, des choses comme ça. Il faut documenter. Et ça, même la documentation, ça te permet de créer quand même une certaine relation avec ton audience. C'est comme ça que tu trouves les meilleures idées de contenu possibles en général. Et moi, c'est comme ça que j'ai toujours trouvé mes idées et ça a toujours marché pour moi. Maintenant que tu as tes idées, naturellement, on va voir, bien sûr, avant même de créer ton premier post, on va voir l'étape la plus cruciale, on va dire, avant de pouvoir démarrer ton premier post. Maintenant, on a tous les éléments qu'il faut, mais il y a une étape très très cruciale qui fait le pont entre tout ce que tu connais maintenant, actuellement là, vers le premier post que tu vas publier ou bien vers tes posts que tu vas commencer à publier à partir de maintenant si tu as déjà publié d'autres posts, hein, bien sûr. Euh, Avec toutes ces informations que tu as maintenant, avant de publier l'autre post, ce que tu vas faire, c'est quelques étapes. C'est déjà cette étape 6 là. Donc, avant de démarrer ton premier post, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut engager avec des gens, c'est-à-dire engager sous le post d'autres créateurs. Quand je dis engager, c'est liker, c'est commenter. Donc, voir un peu d'autres créateurs qui sont un peu dans ta niche, qui sont un peu dans la niche, un peu ça, dans ton domaine, hein, c'est-à-dire ton domaine d'activité aujourd'hui, ce que tu proposes comme service, quelles sont d'autres personnes qui proposent ça, d'autres concurrents, on va dire. Et de voir leurs publications, d'autres créateurs de contenu sur LinkedIn, de liker chaque jour. On va dire, tu prends une semaine à 2 semaines même, et tu likes les posts de ces personnes, tu commentes les posts de ces personnes. Le but vraiment, c'est de créer une petite relation avec ces personnes. Et ce qui est assez bien aussi, c'est que tu peux même faire des appels avec des créateurs de contenu. Il y a beaucoup de créateurs de contenu qui sont quand même assez ouverts à l'idée de faire des appels ou bien d'échanger directement par messagerie sur LinkedIn. Donc, encore une fois, l'idée vraiment, c'est de créer des relations avec des créateurs avant même que toi-même, tu ne puisses devenir un créateur de contenu, on va dire, sur LinkedIn. Et du coup, tu prends ces 1 semaine ou à 2 semaines et tu essaies d'engager, de liker, de commenter. Et bien sûr, voilà, comme ça, tu vas voir, non seulement tu vas commencer à attirer des gens qui vont venir visiter ton profil, parce que sur LinkedIn, quand un post marche très bien pour d'autres personnes et que tu commentes,
et tu apportes vraiment de la valeur dans ton commentaire, il y a d'autres personnes qui vont voir ce commentaire-là, qui vont liker le commentaire. Ça va faire que ça va monter et après, il va y avoir de visibilité. Les gens vont venir, ils vont se dire, oh, qui a fait ce beau commentaire avec tellement de valeur? Ils vont venir visiter ton profil, voir un peu ce que tu proposes. Et ce qui est bien, c'est que ce que tu proposes, c'est vraiment en adéquation avec le post que tu as commenté parce que c'est un post d'un concurrent, il propose plus ou moins ce que tu proposes aussi. Donc ça va les intéresser et leur audience vont commencer à venir à s'abonner à ton profil déjà avant même que tu ne commences à publier. Naturellement, si tu es totalement au début, mais si tu as déjà des posts qui sont en cours de publication mais qui ne décollent pas énormément, bah, il faut déjà faire aussi cette petite routine-là avant de démarrer, de reprendre les posts avec tous les conseils on a pu voir jusqu'à présent. Donc maintenant que tu as ce pont, je pense que la question naturelle qui se pose, c'est bien sûr la question naturelle qui se pose, c'est publier, bien sûr, quand est-ce que tu publies ton post. Mais encore une fois, tu vois, ce qui est assez bien, c'est qu'il faut publier des posts qui se distinguent. Et du coup, là que tu as toutes les informations, il faut maintenant, en fait, la préface, là, la phase 6 qui permettait d'engager, de créer des relations, ça te permet aussi de sortir de ta bulle, on va dire, et de pouvoir t'exposer aux autres, de pouvoir être confiant, si c'est la première fois que tu publies, être confiant avec ton premier post quand tu vas le publier en fait en général. Bon, maintenant on va dire que tu as pu publier, ça commence à marcher très bien dans l'ensemble. Maintenant, comment est-ce que tu deviens un top créateur? En fait, publier et avoir de la visibilité, et puis publier et devenir vraiment une figure d'autorité sur LinkedIn, c'est deux choses différentes. Et maintenant, la vraie question, c'est comment est-ce que tu fais pour devenir une figure d'autorité sur LinkedIn avec tes publications? Et c'est exactement ce qu'on va voir dans cette septième étape qui est du coup le secret pour devenir top créateur sur LinkedIn. Et pour ce secret-là, il y a quelques petites étapes, quelques petits ingrédients. C'est gratuit. Et ces ingrédients, en fait, il y a beaucoup de personnes qui font l'erreur, en fait, on va dire, de penser que la création de contenu, elle est très facile, genre, je sais pas, en un mois, 2 mois, ils vont exploser tout. Certes, il y a des gens qui explosent. D'ailleurs, je viens de donner tous les conseils nécessaires pour exploser. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que la création de contenu, c'est un jeu infini, en fait. C'est même pas un marathon, c'est un jeu infini. Et ce jeu infini, il faut être, en fait, le dernier reste debout est celui qui gagne. En vrai, c'est ça le secret. Parce qu'aujourd'hui, par exemple, ça fait déjà presque 3 ans que je suis sur LinkedIn. La plupart, je dirais même 99,99% des créateurs avec qui j'ai démarré, ils ont tous disparu. Il n'y a plus personne. Il n'y a que peut-être une ou deux personnes encore aujourd'hui qui sont là, avec qui on a démarré quand je démarrais en début 2022. Mais et ça, comment tu peux gagner, comment tu peux devenir top créateur et justement comment tu peux arriver à un niveau assez élevé et gagner du cash si tu abandonnes ou si tu restes juste peut-être 6 mois, un an et que tu disparais. Certes, c'est pour faire du cash, mais l'idée vraiment c'est de devenir top créateur pour avoir le max de visibilité et pouvoir attirer le max de personnes. Et plus de monde tu vas pouvoir attirer, plus tu vas pouvoir convertir, plus tu vas pouvoir faire du cash, plus tu vas pouvoir signer de clients. Et pour faire ça, comme je l'ai dit, le jeu, c'est un jeu infini. Il faut pouvoir rester le plus longtemps possible sur LinkedIn. Donc, pour le faire, il faut être très, très régulier et assez constant. Donc, la régularité sur LinkedIn, en fait, c'est le fait de, par exemple, supposons que tu publies 2, 3 posts par semaine, on va dire 3 posts par semaine. La régularité, c'est le fait de toujours publier les 3 posts par semaine, quoi qu'il arrive. C'est ça. Quoi qu'il arrive, il faut être toujours là régulier, fréquent et constant. Il faut vraiment pouvoir publier ces 3 posts par jour. Et pour le faire, c'est très simple. Au lieu de créer tes posts chaque jour toi-même, je te conseille carrément de créer par exemple tes posts le week-end et de les programmer directement. Tu peux les programmer sur LinkedIn ou tu peux utiliser un outil qui s'appelle Pabler, P-U-B-L-E-R, Pabler. Ça permet de pouvoir programmer tes posts. Et tu as jusqu'à 10 posts par semaine, ce qui est largement suffisant pour pouvoir programmer tes posts sur LinkedIn. Euh, avec ça, tu gagnes non seulement en efficacité, tu gagnes aussi en productivité et ça te permet surtout d'être assez régulier. Ça te permet de programmer toutes tes publications en une fois, toutes les publications de la semaine. Je connais même des gens qui font des programmations de toutes leurs publications sur tout le mois ou bien sur tous les 3 mois à venir. Tout est programmé
Et ça permet en fait de rester régulier pendant pas mal de temps. Et c'est comme ça que tu arrives à sortir pour être un top créateur en fait. Et naturellement, ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est de documenter toi-même ta propre vie. C'est très important de documenter tout ce que tu fais. J'ai déjà parlé très rapidement dans la recherche d'idées de contenu. Il faut pouvoir documenter pour créer une certaine relation avec ton audience. Parce que là, tu veux créer vraiment une communauté assez solide, non seulement pour ton business actuel, mais pour d'autres business à venir, d'autres idées de business à lancer, etc., etc. Donc, tu veux créer quand même un socle assez solide qui va pouvoir te soutenir dans l'ensemble des projets que tu vas lancer après, etc., etc. Et du coup, à part ça, bien sûr, il faut naturellement engager sous les posts d'autres personnes et avoir carrément une routine de commentaires. Quand je dis routine de commentaires, c'est-à-dire par jour, par exemple, il faut peut-être te dire que tu vas commenter la publication d'autres créateurs, peut-être 20 commentaires par jour. Moi, j'aime bien utiliser 30 commentaires par jour avec notre outil IA aussi, dont j'en parlerai un peu après. Ça te permet en fait, quand tu fais des commentaires, ça permet de dire à l'algorithme en fait que tu es là aussi pour aider d'autres personnes. Et non seulement, en fait, l'algorithme d'ailleurs, c'est l'humain en fait. L'algorithme sur LinkedIn, c'est l'humain. Ce sont tes lecteurs, ce sont les autres créateurs avec qui tu interagis. Et ces humains-là, en fait, quand tu viens naturellement commenter sur mes posts, il y a vraiment ce biais de réciprocité qui fait que moi aussi, quand tu publieras ton post, je vais venir aussi liker et commenter. Et ça permet de donner encore plus de force à tes publications, ça permet de donner de la force à ton profil, etc., etc. Et ça, chaque fois que quelqu'un, un créateur, like ou commente ton post, tout son réseau est exposé à ta publication. Et ça, c'est ce qui est assez beau en fait avec LinkedIn. Et ça te permet vraiment de booster tes publications. Franchement, cette routine de commentaires, elle est vraiment indispensable. Il faut vraiment pouvoir faire des commentaires, liker les posts d'autres personnes, leur donner de la force en faisant des commentaires. C'est exactement comme ça que quand toi tu feras tes posts, ils vont vouloir aussi te donner de la force en likant et en faisant des commentaires, etc., etc. Ça te permet vraiment de créer beaucoup de relations et ça te permet aussi de ramener du business parce que, encore une fois, on va voir ça un peu après. Il y a d'autres personnes qui vont te voir peut-être souvent par rapport à ce que tu proposes comme prestation de service. Et quand ils vont avoir une idée, de quelqu'un qui cherche ce genre de prestation de service, ça va directement se pointer sur toi, ils vont se rappeler directement de toi. Et ce qui va se passer, c'est qu'ils vont te contacter en messagerie pour te dire, ah ouais, tu sais, je connais quelqu'un qui veut avoir tel genre de service, j'ai vu que tu proposais ça et tout, je voulais t'en parler et tout. Donc voilà, c'est comme ça que on fait pour ramener aussi des collaborations business avec des engagements de routine sur LinkedIn. Donc, ce qui est assez bien, euh, c'est d'avoir des posts qui marchent, c'est d'avoir des posts virales. Mais c'est juste pour flatter ton ego en fait. Je sais pas, des posts qui marchent, c'est juste pour flatter ton ego. Parce que en fait, nous, notre but, si tu te rappelles bien depuis le début, notre but c'est pas juste de faire de la visibilité, c'est vraiment de créer un business rentable. C'est de pouvoir gagner du cash. On est là pour gagner du cash avec LinkedIn. On n'est pas là juste pour de la visibilité. La visibilité, c'est très important. Il faut comprendre ça. Si tu n'as pas de la visibilité, il n'y a rien qui va se passer derrière. Mais si tu as bien sûr cette visibilité, naturellement, tu vas pouvoir convertir facilement, etc., etc. Et c'est grâce à cette visibilité que tu arrives à convertir. Et nous, ce que nous, on veut, c'est de convertir. Et c'est naturellement en fait que je t'aborde ce huitième point sur comment tu peux signer tes premiers clients si tu es débutant ou bien sûr comment tu peux signer des clients avec LinkedIn si tu es déjà expert actuellement et tu veux avoir des activités sur LinkedIn. Pour le faire, il y a plusieurs choses. Moi, j'aime bien faire des CTA par semaine. Encore une fois, un CTA, c'est un call to action. C'est le fait de demander à quelqu'un de faire quelque chose, de poser une action. Et chaque semaine, j'aime bien, je pense que je l'avais déjà expliqué, les posts du mercredi, par exemple, je fais toujours un CTA, c'est-à-dire c'est un post où je demande aux gens de prendre un rendez-vous avec moi. S'ils sont intéressés par mes prestations de service, ils peuvent prendre un rendez-vous directement avec moi pour qu'on puisse discuter, voir dans quelle mesure je peux leur apporter mes solutions, je peux leur apporter une solution à leurs problèmes, etc., etc. Et ensuite, il faut aussi mettre en avant des prises de rendez-vous directement sur ton profil LinkedIn. En gros, sur ton profil LinkedIn, tu peux personnaliser pour ajouter un lien de prise de rendez-vous ou bien un lien vers ton site web ou un lien vers ta solution en fonction de ce que tu vends aujourd'hui comme prestation.
Tu peux mettre juste ce lien-là. Et ce lien, ça peut être un lien de prise de rendez-vous, encore une fois, comme je l'ai dit. Pour les rendez-vous, j'aime bien utiliser Calendly, TD Call ou bien Z Call. Ce sont des outils assez intéressants pour des prises de rendez-vous. Et je vous conseille quand même de mettre un lien de CTA directement sur ton LinkedIn. Et il faut aussi, il y a une section qui s'appelle la section épinglée ou bien ma sélection. La section ma sélection, c'est une section qui permet d'épingler, on va dire, des liens ou des publications. Donc, je te conseille sincèrement d'épingler un lien qui permet de prendre un rendez-vous directement avec toi. Et ça permet vraiment d'augmenter le taux de conversion sur LinkedIn. Donc, à part ça, bien sûr, pour convertir sur LinkedIn, il y a le setting. Quand je parle de setting, peut-être que c'est un sujet que j'aborderai encore un peu après parce que c'est-à-dire je vais aborder ça encore plus en détail après, en plus de ce que je vais dire ici. Sinon, le setting, en fait, le setting, ça permet tout simplement de contacter des gens qui sont intéressés plus ou moins, qui ont un petit intérêt par rapport à ce que tu fais. Donc, quand je dis un petit intérêt, c'est un peu comme des prospects, des leads, qui sont pas forcément encore qualifiés. Donc, quand on dit qualifié, c'est déjà quelqu'un qui est prêt à prendre vraiment ta prestation, des choses comme ça. Maintenant qu'on va essayer de qualifier, donc on va essayer vraiment de montrer ce qu'on peut apporter et ensuite de pouvoir signer. Et pour contacter ces personnes-là, il y a différentes façons. Il y a déjà tes publications. Quand tu vas publier tes posts, il y a des gens qui vont interagir, quand il y a des gens qui vont liker, qui vont faire des commentaires, etc. Toi, tu vas juste voir parmi ces personnes-là, quels sont les gens qui peuvent être tes potentiels clients, en fait. Aujourd'hui, il y a une cible que tu cibles aujourd'hui. Quelles sont les personnes qui peuvent être euh, dans cette cible-là, qui ont liké par exemple tes posts ou bien qui ont fait des commentaires dans tes posts. Et toi, tu vas tout simplement les contacter. Donc le deuxième point, c'est les gens qui vont t'envoyer des invitations dans ton réseau, des gens qui vont vouloir rejoindre ton réseau, qui vont t'envoyer des invitations. Tu vas juste regarder dans ces invitations-là quelles sont les personnes qui, encore une fois, peuvent être tes clients. Donc l'autre point aussi, c'est voir un peu ce que les concurrents font et puis voir les gens qui interagissent sur leurs publications. Est-ce que ces personnes-là, il y a des gens qui peuvent potentiellement être tes clients? Et toi, bien sûr, derrière, c'est vraiment de les contacter. Et quand tu les contactes, bien sûr, tu mets un contexte dans chaque si c'est par rapport aux concurrents, tu leur dis, voilà, j'ai vu que tu as interagi sur tel post qui parlait de si. Qu'est-ce qui t'a tellement intéressé par rapport à ça? Qu'est-ce que tu as appris? Est-ce que tu as tel type de problématique? Tu commences vraiment une discussion naturelle et ensuite tu vas pouvoir partir vers tes prestations de services, etc., etc. Donc, à part ça, bien sûr, il y a la partie de recherche. Donc, il y a la barre de recherche de LinkedIn qui te permet de filtrer des recherches par personne. Donc, comme ça, tu vois, par personne ou par entreprise, hein, tu vas pouvoir filtrer un peu les gens qui peuvent être ta clientèle. Donc, si aujourd'hui tu cherches des CEO, je sais pas, tu peux chercher juste CEO Marseille, CEO Nantes, CEO Paris, des choses comme ça. Et ça te permet de sortir l'ensemble des CEO dans ces villes-là ou bien CEO marketing tel, CEO marketing B2B, des choses comme ça. Encore une fois, ça dépend vraiment de ta clientèle cible. Donc, tu recherches par rapport à ta clientèle cible, tu trouves ces personnes-là et ensuite, tu vas pouvoir les contacter pour voir si c'est des gens qui peuvent potentiellement être intéressés par ta prestation de service, etc., etc. Donc voilà, quand ça c'est bon, tu arrives à trouver des gens qui sont intéressés, il faut préqualifier en général. Donc moi j'aime bien dans mon calendrier de prise de rendez-vous, j'aime bien mettre des questionnaires de préqualification, un peu comme la problématique qui le pousse à me contacter, qu'est-ce qu'il s'attend, à quoi est-ce qu'il s'attend d'ici la fin de notre discussion, quels sont ses objectifs concrets. Ensuite, quel est bien sûr le budget? Moi, j'aime bien poser cette question parce que ça permet de filtrer un peu par rapport à ceux qui sont pas forcément sérieux. Donc, quel est le budget de la personne? Combien cette personne-là peut investir aujourd'hui par rapport à ses capacités, etc., etc. Donc voilà, ça te permet vraiment de filtrer un peu des gens qui ne sont pas qualifiés, ça te permet vraiment de pouvoir convertir plus facilement. Et quand tu as toutes ces personnes-là, bien sûr, il faut faire un appel avec eux. Quand je dis appel, donc c'est un appel de closing, hein, de vente. Le closing, c'est le processus de faire passer des gens qui sont intéressés par ce que tu proposes vers des gens qui te payent de l'argent, genre des clients du coup, qui te payent de l'argent pour faire ce que tu proposes justement. Donc, ce processus de closing, je te conseille de le faire par appel, soit appel WhatsApp, soit appel visio, visio Meet par exemple ou Zoom. Tu prends l'outil qui te plaît bien. En tout cas, le moyen, c'est pas ça le plus important. Mais l'essentiel, c'est quand même de créer quand même cette connexion-là en appel avec des gens parce que tu as besoin de diffuser ou de transférer vraiment cette confiance aux gens que tu peux apporter cette solution
Et en messagerie, ça se fait pas en fait. En messagerie, ça va pas, la personne va juste interpréter les choses de sa façon. Donc, tu as besoin de faire vraiment un appel pour pouvoir signer cette personne-là, pouvoir discuter avec cette personne, comprendre vraiment sa problématique, savoir si tu peux vraiment apporter une solution et ensuite pouvoir leur proposer tes services et pouvoir discuter sur comment est-ce que vous pouvez collaborer si c'est possible, etc., etc. Donc, c'est comme ça que tu signes tes clients avec LinkedIn. Mais avant même de continuer avec les deux étapes cruciales qui restent pour agrandir encore plus et signer encore plus, scaler à l'échelle ton business avec LinkedIn, je voulais tout rapidement te parler de moi. Si tu as besoin de des prestations de services, un accompagnement personnalisé sur du business, lancer ton business ou bien structurer déjà ton business que tu as aujourd'hui, mettre en place des process, des systèmes tout simplement qui va te permettre de déléguer ton business et de pouvoir scaler ça à des niveaux assez élevés. Quand je dis scaler, ajouter vraiment ton chiffre d'affaires, pouvoir déléguer à une équipe totalement indépendante et pouvoir gagner un peu ta liberté par rapport à ton business. Tu peux directement prendre un rendez-vous avec moi en commentaire et puis dans la description. À part ça aussi, bien sûr, j'étais en train de parler de notre solution IA qu'on a mis en place qui permet aussi de créer donc, tout ce que je suis en train de t'apprendre là, sur comment est-ce qu'on crée des publications, on l'a mis aussi dans une IA qui permet de créer des publications. Et cette IA s'appelle AI Boosters. Je mettrai directement aussi le lien de cette IA dans les commentaires et en description. Et tu pourras bien sûr t'inscrire et t'abonner naturellement si tu es intéressé par la solution. Donc, je te laisse le lien de prise de rendez-vous pour un accompagnement personnalisé et puis le lien aussi de AI Boosters, notre SaaS IA. Donc, rapidement, une fois que j'ai fait ma petite promo, donc, on va voir maintenant que tout marche très bien sur LinkedIn, tu as pu commencer à convertir. Tu as besoin maintenant de quitter LinkedIn. Tu as besoin de quitter LinkedIn. Ouais, tu as bien entendu. En fait, maintenant que tout marche très bien pour toi, tu as un business qui marche bien, tu as tout structuré, tes posts, ça marche bien, ça décolle bien, ça t'apporte des clients, tu as besoin maintenant de quitter LinkedIn. Quand je dis quitter LinkedIn, c'est très simple. En fait, ce qui se passe, c'est que LinkedIn, il y a un problème d'algo pour chaque réseau social, c'est-à-dire un problème d'algorithme. On sait que l'algorithme, vraiment, c'est ton audience, c'est vraiment la clientèle en fait que tu cibles en général. Mais la réalité aussi est qu'il y a l'algorithme de LinkedIn lui-même qui fait qu'on peut du jour au lendemain, tout marche très bien, on peut te bannir, on peut restreindre ton compte pour une raison bête, hein, tout simple qui n'est peut-être même pas lié à toi, tu l'as fait peut-être sans faire exprès, mais directement, on va te réduire ton compte à néant. Et ça, c'est pour ça que je dis qu'il faut quitter LinkedIn. Et quand je dis il faut quitter LinkedIn, bien sûr, hein, c'est pas de fermer ton compte ou quoi que ce soit. Tu continues naturellement tout ce que tu fais. Bien sûr, ça marche très bien pour toi et c'est exactement ce que je voulais pour toi d'ailleurs. Et ce qu'il faut faire maintenant, c'est de pouvoir détacher ton business de LinkedIn ou de n'importe quel réseau social d'ailleurs. Donc, pour détacher ton business de LinkedIn, il y a deux choses à faire. La première, c'est de créer une newsletter. Donc, une newsletter, en gros, c'est une base mail en fait que tu possèdes, une base des emails que tu possèdes et que tu vas pouvoir envoyer des contenus, des mails à ces personnes-là pour pouvoir leur donner de la valeur ou bien pouvoir leur parler de tes projets. Le but vraiment derrière, c'est de convertir. C'est comme LinkedIn, mais ça t'appartient à 100%. Ce qui se passe avec la base mail, c'est quelque chose qui t'appartient. Donc ça, il y a personne du jour au lendemain qui va venir te dire, ouais, ces mails-là ne t'appartiennent plus, ou bien on t'a bloqué, ou je sais pas quoi. Donc ce n'est plus du tout le cas. Donc c'est pour ça que je dis en fait qu'il faut que tu te détaches un peu de LinkedIn et créer une newsletter qui va vraiment regrouper des gens qui ont laissé leur mail et toi, tu vas pouvoir apporter aussi de la valeur là-bas en plus de LinkedIn. Tu vas pouvoir approfondir tes contenus dans cette newsletter-là et posséder vraiment ta base mail. C'est très, très important. Il n'y a pas un moment idéal pour lancer sa newsletter. J'ai attendu jusqu'à la fin parce que j'ai voulu quand même te donner l'ensemble des recettes au fur et à mesure. Et maintenant, l'autre recette, la recette numéro 8 et numéro 9 du coup, qui est cette étape-là, tu as besoin vraiment de quitter LinkedIn pour pouvoir, quand je dis quitter, encore une fois, c'est pas de quitter complètement, c'est pas littéralement quitter LinkedIn, hein. C'est-à-dire pouvoir créer une autre plateforme qui, par exemple, ta newsletter et ta newsletter, tu peux la faire sur Substack. Substack, c'est un outil qui permet de créer des newsletters gratuitement et tu peux le faire en une journée directement et en parler, bien sûr, à ton audience chaque semaine sur ton LinkedIn.
dire que tu vas apporter plus de valeur là-bas, une valeur beaucoup plus détaillée, beaucoup plus approfondie, avec des exemples, etc. Et la newsletter, bien sûr, ça te permet aussi de convertir. Donc, c'est exactement ça ce qu'on veut. On veut avoir un système qui nous permet de convertir, dont on contrôle à 100%, dont on possède à 100%, dont ce n'est pas lié, on va dire, ce n'est pas lié aux petites, je sais pas, on va dire, aux petites caprices d'un algorithme, d'un réseau social, etc., etc. Donc voilà, ça c'est un peu la raison pour laquelle il faut avoir ta newsletter. Donc la deuxième chose à faire, c'est de créer une audience. Il faut toujours avoir une audience à côté, enfin une audience, une communauté, on va dire. Il faut toujours créer une communauté à côté de tes réseaux sociaux. Et moi j'aime bien utiliser Medium. Désolé, j'aime bien utiliser, comment ça s'appelle, Discord du coup pour créer ma communauté. Discord c'est 100% gratuit. Donc tu vas pouvoir utiliser Discord par exemple pour créer une communauté détachée totalement de tes réseaux. Bien sûr, c'est à travers tes réseaux que tu vas parler de ta communauté, que tu vas parler de ta newsletter pour pouvoir les attirer vers ces éléments-là. Et il faut toujours avoir cette communauté. Pourquoi? Parce que ça te permet non seulement de pouvoir voir ce que les gens pensent concrètement de ce que tu fais en ligne. Ça te permet aussi de créer un réseau de potentiels clients ou bien de potentiels partenaires, un réseau dans lequel tu grandis avec ta communauté, un réseau qui te permet, on va dire, à quelque part de pouvoir toujours lancer des business après et de toujours parler de ces business directement dans ta communauté. Tu n'as même pas besoin en fait, si tu n'as pas de visibilité du jour au lendemain, si par exemple l'algorithme devient assez capricieux autant pour moi, bah, tu as déjà une communauté et puis tu as déjà aussi une newsletter, tu peux juste parler de tes projets là-bas et il y a des gens qui sont déjà là et qui te suivent, qui te connaissent, qui savent la valeur que tu apportes, qui vont aller voir justement le projet que tu fais et si c'est bien pour eux, ils vont tout simplement acheter ton service ou ton produit. Donc c'est la raison pour laquelle je te demande de créer une communauté ou une newsletter pour pouvoir te détacher un peu de LinkedIn. Tu continues bien sûr toujours de publier sur LinkedIn, mais il faut quand même avoir ces deux éléments-là qui te permettent vraiment de te détacher des réseaux sociaux. Une fois que tu as maintenant ta communauté et ta newsletter, tu es arrivé jusqu'ici, à la dernière étape qu'on va voir bientôt. Déjà, je tiens à te féliciter énormément. Euh, je vais te dévoiler maintenant, on va dire, un cheat code vraiment qui va te permettre d'exploser ton business et avoir un effet de levier énorme avec ton business. Et du coup, pour ce cheat code, c'est la diversification et puis l'omniprésence. Donc, c'est très simple, on a dit comme ça, ça fait un peu bizarre, mais c'est quoi la diversification et l'omniprésence? Euh, LinkedIn, c'est bien. Donc, la diversification, la première étape de diversification, déjà, c'est l'étape 9 qu'on avait vue. Donc, dans cette étape 10 là, de diversification et d'omniprésence de ton business, la dernière étape, du coup, c'est déjà au lieu de rester sur LinkedIn, on est allé sur la newsletter, on a créé la communauté. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer d'aller sur d'autres réseaux sociaux parce que le fait de rester uniquement sur LinkedIn, c'est un risque assez énorme parce qu'encore une fois, si du jour au lendemain, on nous bloque notre compte, c'est comme si on n'a plus rien. On n'a plus maintenant que la newsletter et puis la communauté. Et la newsletter et la communauté, il faut l'agrandir. Et pour l'agrandir, il faut avoir des réseaux sociaux qui vont pouvoir t'amener d'autres personnes qui vont rentrer, bien sûr, dans ta newsletter et dans ta communauté. Et je pense que tu as compris l'idée. L'idée maintenant, aujourd'hui, c'est de diversifier ton réseau, c'est de commencer à publier sur d'autres plateformes. Ce que moi, je te conseille particulièrement, c'est d'aller sur X, sur Thread, Instagram ou TikTok. Désolé, Instagram ou Facebook, du coup. Et ce que tu vas faire, c'est que généralement, les posts que tu publies sur LinkedIn, tu vas juste pouvoir les recycler. Quand je dis recycler, soit tu les republies intégralement sur Instagram et Facebook, par exemple, ou même X, hein, parce que ça prend des posts longs, ou soit tu peux juste tirer certaines idées que tu vas partager sur X, sur Thread, encore une fois, Facebook ou Instagram. Donc, l'idée vraiment, c'est que chaque post que tu publies sur LinkedIn, tu les recycles sur d'autres plateformes et ça te permet de créer, on va dire, une sorte de plusieurs réseaux à la fois que tu vas pouvoir bien sûr centraliser dans ta newsletter et puis dans ta communauté en fait. Donc ça, c'est exactement comment est-ce que tu fais pour avoir un effet de levier assez énorme avec le même type de contenu. Imagine quelqu'un qui crée uniquement sur LinkedIn et à chaque fois, par exemple, il a 20 000 vues avec deux trois clients signés. Imagine que sur ce même post-là,
une autre personne prenait le même post et publiait sur d'autres plateformes, 5 autres plateformes. C'est comme si il démultipliait en fait le potentiel de ces 20 000 fois 5 déjà, tu vois. Donc, on est dans les, déjà dans les 100 000 à peu près. C'est vrai qu'on va pas avoir exactement le même nombre de visibilités ailleurs, mais on est peut-être dans les 70 à 80 000, ce qui est largement énorme par rapport aux 20 000. Donc, peut-être ça, au lieu de signer un, deux clients, peut-être ça nous double ou ça nous triple même le nombre de clients qu'on pouvait signer. En fait, c'est exactement comme ça que tu arrives à démultiplier, on va dire, tes réseaux sociaux et que tu arrives à agrandir encore une fois ta base mail parce que le but, c'est ça. Même si tu démultiplies les autres réseaux sociaux, le but vraiment, c'est de tout centraliser et d'attirer les gens vers ta communauté privée ainsi que ta newsletter pour pouvoir garder quand même le contrôle aussi pour éviter tout caprice de n'importe quel type d'algorithme de réseaux sociaux. Donc voilà, on est arrivé à la fin et merci énormément d'avoir suivi jusqu'à présent tout ce parcours-là pour pouvoir se lancer sur LinkedIn et commencer à gagner du cash ou bien encore une fois agrandir ton business avec LinkedIn. Mais il y a un truc que je t'ai pas dit, c'est que pour faire tout ça, en fait, tu as besoin d'un business, tu as besoin d'une offre qui marche, tu as besoin de tout structurer, un business qui est vraiment important, qui marche très bien avant de pouvoir te lancer sur LinkedIn. Et bien sûr, pour le faire, j'ai mis en place une vidéo que j'ai déjà filmée par le passé, juste la semaine dernière, qui parle de comment est-ce que tu peux lancer ton business de zéro et de pouvoir structurer tout ce business-là et comment est-ce que tu peux créer tes offres, etc., etc. Pour regarder la vidéo, elle va juste s'afficher directement, tu pourras la regarder. Merci encore et on se dit au vendredi prochain. C'était Soum. Ciao.